Ça va. Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'élections, bien sûr, en faisant référence aux élections américaines. Ma question sera comment avoir des élections correctes. Le spectacle que nous offrent les élections américaines est réellement désolant. L'élection de l'homme le plus puissant du monde dans un pays qui est à la pointe de la technologie donne une énorme impression de manque de sérieux. L'histoire peut évidemment expliquer que le vainqueur ne soit pas celui qui a le plus de voix, mais celui qui a le plus de grands électeurs. Les États-Unis sont un État fédéral, qui au départ était même plutôt un État confédéral, et l'idée c'est que chaque État détermine ses propres règles pour désigner ses propres délégués, et c'est l'ensemble des délégués de tous les États, et non les électeurs, qui désignent le président, sachant que les délégués, eux, sont élus par le peuple de chaque État. C'est un système et il peut se défendre. Mais le résultat de ce système, c'est qu'au lieu d'avoir une élection pour le président des États-Unis, on en a 50, une par État, et dans la plupart des États, celui qui gagne, the winner takes all, celui qui gagne a tous les délégués de cet État, ce qui fait que quelques milliers de voix qui glissent d'un candidat à l'autre peuvent suffire pour renverser le résultat d'une élection. On se souvient du dépouillement il y a quelques années en Floride d'archaïques cartes perforées qui valut à George W. Bush d'être élu à quelques voix près après de multiples procédures qui aboutirent à la Cour suprême dont la décision fut de laisser la victoire à George Bush, mais à une majorité de 5 voix contre 4 pour Al Gore. Aujourd'hui, nous voyons un président sortant, Donald Trump, qui hurle à la fraude électorale et s'apprête lui aussi à engager des procédures multiples, tandis que le département de la justice des États-Unis et le FBI enquêtent sur on ne sait pas encore très bien quoi. On présente souvent Donald Trump comme un mauvais perdant. Peut-être l'est-il, nous le verrons bientôt, mais le seul fait d'invoquer des irrégularités devant les tribunaux, on ne peut pas critiquer cela. On critiquera par contre si par la suite il s'avère que les accusations qu'il a portées sont fausses, bien entendu. Personne ne peut dire ce qu'il en sera, même si l'on sait que les chances de Trump sont cette fois extrêmement réduites. La Cour suprême n'a, à ma connaissance, jamais inversé le résultat d'une élection et elle ne pourrait le faire que si elle constatait non pas quelques irrégularités qu'on trouvera sûrement, mais des irrégularités suffisamment importantes pour que cela concerne un nombre de voix suffisant pour que dans 1, 2 ou 3 États, le résultat de l'élection puisse être inversé. Et ça signifierait donc que on ne pourrait changer le résultat, qui jusqu'à présent n'a rien d'officiel, il n'est annoncé que par les chaînes de télévision, que si Biden descendait en dessous des 270 grands électeurs fatidiques. Mais on peut quand même tirer quelques enseignements, déjà maintenant, de cette triste expérience. Celle-ci remet clairement en cause un système que l'on applique aux États-Unis et qui est très rare en Europe et qui est même inexistant en Belgique, c'est le vote par correspondance. Cela veut dire que l'électeur reçoit un bulletin de vote par la poste et qu'il le renvoie par le même chemin. Ce système existait déjà aux États-Unis précédemment, mais auparavant, il était utilisé par un petit nombre d'électeurs et il était réputé pour favoriser des fraudes qui ne concernaient peut-être pas grand monde. Mais cette année, il y a le Covid et la crainte de beaucoup d'électeurs de faire la file devant des bureaux de vote en grand nombre et donc le vote par correspondance a concerné cette fois-ci des dizaines de millions d'électeurs et cette fois, même si les irrégularités éventuelles, je ne prends pas position, concernaient seulement 2 ou 3% de ces votes-là, cela pourrait suffire pour poser un sérieux problème. Si ce système n'est pas utilisé chez nous, c'est précisément parce qu'il favorise les fraudes. Réfléchissons un petit peu. Nous, lorsque nous allons voter, nous allons au bureau de vote, le président nous remet seulement à ce moment-là le bulletin de vote et ce, après avoir vérifié notre identité et notre présence sur la liste électorale. Il n'y a pas moyen de voter plusieurs fois.
Nous allons ensuite dans l'isoloir, nous votons sans que personne soit présent et nous avons la certitude que le secret du vote sera respecté. Même notre conjoint, même nos proches ne peuvent pas savoir ce que nous avons réellement voté. Mais si on recevait le bulletin de vote par la poste, nous éviterions difficilement de montrer ou de devoir le montrer à nos proches. Si nous étions, par exemple, dans une maison de repos ou une autre communauté, rien ne garantit vraiment que personne ne va rassembler tous les bulletins de vote pour les envoyer tous en même temps. Et même si nous étions vivants lorsque les bulletins de vote, lorsque la liste électorale a été faite, mais que nous ne sommes plus vivants, malheureusement, au moment du vote, qui va garantir que personne d'autre ne va utiliser ce fameux bulletin de vote. Ce système, donc, ne garantit pas la sécurité du vote, ne garantit pas non plus le secret du vote. Et donc, il est bien pire même que notre système que l'on critique parfois du vote par procuration. Nous n'avons pas de vote par correspondance en Belgique, mais moyennant beaucoup de conditions très strictes, certaines personnes peuvent voter par procuration. Et même cela a donné lieu à des discussions et à une annulation d'une élection lorsqu'un bourgmestre d'une commune, d'un roi, a un peu trop rassemblé des procurations des membres, des pensionnaires d'une maison de repos. Il ne faut donc pas s'étonner que le vote par correspondance, qui est bien pire, crée des soupçons, surtout lorsque, comme cela semble être le cas, on a vu apparaître des gros paquets de bureaux de bulletins de vote, parfois des milliers, qui sont tous pour le même candidat. Et ça, c'est encore sans compter sur les fraudes possibles lors de l'acheminement des bulletins de vote par les services postaux. Personne ne peut garantir que tous les facteurs du United States Postal Service sont tous neutres dans cette élection. Le risque de fraude ou d'erreur est donc important et il y a sans doute, on va sans doute constater des irrégularités. Ce n'est toutefois pas un argument nécessairement suffisant pour Trump, parce qu'il ne suffit pas de prouver quelques irrégularités pour un certain nombre de bulletins. Il faut montrer que ces irrégularités ont pu affecter un nombre de bulletins suffisamment important pour que le résultat de l'élection en soit renversé. Reste alors une deuxième question qui concerne la régularité des élections. On nous dit beaucoup, mais Trump s'est arrangé pour avoir une majorité à la Cour suprême, parce qu'en définitive, ça pourrait être la Cour suprême qui décide de la validité de l'élection ou non. Alors, effectivement, c'est une question importante. Qui est finalement le juge de la régularité du vote? En Belgique, pour les élections locales, c'est en définitive le Conseil d'État qui prend des décisions. C'est donc une assemblée de magistrats administratifs. Mais tenez-vous bien, en ce qui concerne les élections législatives, c'est bien pire que cela. C'est le Parlement qui statue lui-même sur la validité des mandats de ses propres membres, le Parlement fédéral, le Parlement régional, etc. Et cela n'est pas encore très connu, mais la Belgique, au mois de juillet 2020, a été condamnée pour ce système par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc vous voyez qu'avant de critiquer les autres systèmes, on devrait regarder d'abord ce qui se passe chez nous. Aux États-Unis, ce sont d'abord les tribunaux des États qui règlent les litiges conformément aux lois des États. Et il existe seulement une possibilité que la Cour suprême, si elle le veut bien, s'empare du cas pour prendre une décision finale. Et là, on pose la question qui est celle de la politisation des nominations. On sait qu'actuellement, les conservateurs, disons les républicains, même si les juges n'ont pas nécessairement une étiquette, possèdent une majorité théorique de 6 voix contre 3 pour les juges qui sont réputés être démocrates. Alors c'est évidemment pas l'idéal, puisqu'on a des juges qui ont une étiquette qui leur est donnée à tort ou à raison en fonction du président qui les a élus et qui les a élus à vie, quand même avec l'approbation du Sénat. C'est donc une conjonction de l'exécutif et du législatif. C'est peut-être pas l'idéal, mais la Cour suprême américaine est
réputés effectivement pour avoir un rôle politique, mais rarement un rôle important dans les élections, ce qui lui permet quand même de garder un prestige important. En Belgique, la façon de nommer les membres de la Cour constitutionnelle, dont je rappelle qu'ils n'interviennent pas dans le processus électoral, n'est pas très différent en réalité qu'aux États-Unis, puisque le choix, et nous n'avons pas de président, le choix est fait alternativement par la Chambre et par le Sénat. La différence, c'est qu'ils ne choisissent pas nécessairement dans la majorité, parce que, et ce n'est pas nécessairement mieux, il y a un accord tacite entre partis qui ne répond pas du tout à des critères constitutionnels, garantissant à chacun une certaine représentativité. Alors on se rappelle, il y a seulement quelques mois, le problème de Zakia Khattabi, candidate écolo. On savait que, suivant les usages, suivant les règles non écrites de notre système, il fallait une parlementaire écolo. La première candidate proposée par Écolo n'a pas été élue, n'a pas eu la majorité des 2/3 qui était requise. Et il faut dire que la personne en question, qui a certainement des tas de qualités, assez pour être ministre du Climat aujourd'hui, n'est pas juriste du tout, elle est assistante sociale, et c'est un des motifs qui ont été invoqués. Un bon motif, me semble-t-il, surtout quand on fait la comparaison avec la Cour suprême des États-Unis, où les juges sont peut-être nommés par des présidents qui ont une couleur politique, mais ce sont tous d'éminents magistrats. À la Cour constitutionnelle belge, il n'y a que la moitié des membres de la Cour qui sont des magistrats qui ont une carrière importante dans les plus hautes juridictions du pays. Les autres sont des politiciens plus ou moins retraités qui sont choisis par des organes politiques. Ce qu'on ne sait pas, c'est que si Mme Khattabi n'a pas été nommée à la Cour constitutionnelle, ce n'est peut-être pas en raison d'un manque de compétences juridiques, parce que finalement, la personne qui a été désignée à sa place et qui est aussi un candidat écolo n'est pas juriste non plus et n'a jamais exercé de profession dans le domaine juridique. Et donc, encore une fois, quand on veut comparer le système de désignation de la juridiction suprême, eh bien, on remarque que le système américain, qui est loin d'être idéal, n'est peut-être pas plus mauvais que le système belge, qui est tout aussi politisé, mais qui ne garantit pas le même niveau de compétence. Reste maintenant, eh bien, nous avons encore un petit suspense, donc pendant quelques jours, en tout cas quelques semaines. Qu'est-ce que fera éventuellement la Cour suprême? Elle n'est pas obligée de prendre possession du cas. Est-ce qu'elle aura une influence pour la première fois dans la décision portant sur le choix du président des États-Unis? Ce serait peut-être regrettable, mais force doit rester à la loi. Une élection, normalement, ce n'est pas le rôle des juges, c'est le rôle des électeurs. Je vous remercie.